Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Merci de me recevoir au NOTCHAM. Le thème débattu cette année concerne le concept One Health, une seule santé humaine, animale et environnementale. Et de la bactérie jusqu'à l'éléphant gris et la baleine bleue, en passant par nous les hommes qui avons transformé la nature pour la contraindre à notre bon vouloir en payant aujourd'hui le prix fort, One Health n'est-il pas le projet des projets politiques à porter ? Bonjour et merci d'être là. Et je me souviens d'ailleurs avec à la fois émotion et plaisir il y a quelques années avoir été parmi vous dans en 2016, des lieux un peu plus élevés. 15 exactement, et 16, oui. 2015 et 2016. Je pense que votre propos introductif résume très bien la situation. Je pense que nous avons réappris notre vulnérabilité aux écosystèmes et nous avons redécouvert avec l'épidémie de Covid-19, redécouvert le fait que nous sommes un parmi les vivants. Alors, on en avait progressivement retrouvé la conscience avec les dérèglements climatiques, leur cause et la nécessité d'une transition accélérée. Mais la pandémie, dont on ne sait pas encore tout, et il est d'ailleurs très important que la science aille jusqu'au bout du travail, qui est une vraie enquête scientifique pour comprendre d'où cela vient et comment cela s'est diffusé. Mais ce qu'on sait quand même dire, c'est qu'il y a vraisemblablement quelque chose à voir entre la santé animale et humaine, vous l'avez dit, c'est que le dérèglement des écosystèmes a facilité la propagation, c'est que l'organisation de la vie humaine a permis à ce virus de muter, etc. On a vu des interactions pendant la vie de cette épidémie entre l'homme, le vison et quelques autres, ce qui n'est pas nouveau d'ailleurs, ce qui a toujours existé, je pense sous votre contrôle, dans les virus qui touchaient en particulier les voies aériennes. Et donc, nous avons retrouvé le lien profond qui existe entre les conséquences du dérèglement climatique, de la fragilisation de la biodiversité, la perturbation des écosystèmes, la santé animale, la santé humaine. Et donc, agir en même temps sur ces sujets, c'est, je le crois très profondément, d'abord nous permettre de remettre droit nos civilisations. C'est-à-dire de se dire, nous sommes des civilisations qui reposent, pour ce qui est la civilisation occidentale, sur une organisation de la vie humaine qui a deux grands fondamentaux. Nous croyons dans le primat de l'homme et nous croyons dans la science. Et après, le reste s'organise autour de cela. Mais nous avons sans doute sous-estimé jusqu'alors l'interdépendance de ces sujets avec le reste du vivant. Nous avons la capacité de le réintégrer, mais simplement en changeant progressivement nos pratiques, en investissant, on va sans doute en parler beaucoup plus, en changeant nos modes d'organisation, et donc en ayant, je crois, un principe qui est de remettre l'humanité au cœur de notre projet, et l'humanité en tant qu'elle dépend et qu'elle interagit avec le reste de la nature, et de réussir à transformer le système de formation, de production, au sens générique du terme, quel que soit le service qu'on produit, pour intégrer ces interdépendances. Donc oui, c'est la matrice d'un changement profond, si nous voulons pouvoir vivre heureux. Alors, il ne s'agit pas de décroître, mais de croître donc autrement, en utilisant tous les atouts de la science et des technologies pour aboutir à du mieux-être. Mais il y a un des problèmes qui reste prégnant, c'est celui des pays pauvres. En effet, que va-t-on faire ? Il va falloir les aider à mettre en place des structures, des produits, des solutions adaptées à leurs besoins propres. Et quelles actions concrètes la France est-elle prête, notamment en Afrique, à faire ? Quelles actions est-elle prête à porter sur ce sujet ? Alors, d'abord, vous l'avez dit, je pense que c'est une question philosophique et c'est la première, face à cette transformation, à ce grand bouleversement du monde et de l'humain, il faut rappeler quelques principes fondamentaux. En tout cas, moi j'y suis attaché. Le premier, parce qu'on peut légitimement se poser la question, est-ce que la nature devient plus importante que l'homme ? Premier sujet qui structure le débat politique et les conséquences qu'on en tire. Non. Mais l'homme ne peut réussir à la fois survivre dans certains endroits ou vivre heureux, que s'il intègre la question de la nature dans sa réflexion profonde, dans ses comportements, dans ses choix. Et nous ne l'avions pas suffisamment intégré. Les conséquences sur la nature étaient ce qu'on appelait des externalités, positives ou négatives. Ça doit revenir au cœur, mais il n'y a pas pour autant un primat de la nature sur l'homme. Deuxièmement, la réponse ne se fait pas par l'obscurantisme et la décroissance. Pour traiter de ce sujet qui est au fond holistique, on le voit bien, où tout se tient, c'est l'intelligence humaine qui va permettre de le résoudre. Et c'est donc plutôt d'accélérer
des investissements pour innover plus vite, pour changer nos pratiques, pour accompagner ceux qui sont le plus loin à se transformer, que nous y arriverons. Et donc, nous sommes à un moment où l'humanité doit se réorganiser, qui est un moment, je le crois très profondément, de progrès profond, dans lequel progrès scientifique, technologique, mais aussi sociétal, organisationnel, que nous devons assumer, organiser, qui va permettre mais une croissance différente, une organisation entre les sociétés différentes. Dans ce moment-là, une fois rappelés ces deux principes fondamentaux, il n'y a pas de grande mutation à laquelle on ne puisse répondre autrement que par une grande transformation de nos organisations. Celles-ci doivent reposer, à mes yeux, sur l'investissement et la solidarité. Pourquoi ? Parce que c'est un sujet anthropologique. Parce qu'on parle de l'unité et de la solidarité au sein de l'espèce humaine. Et on le voit, qu'il s'agisse de nos sociétés, ces transitions climatiques, sanitaires et animales, sont des transitions qui impliquent beaucoup d'inégalités. Parce qu'on demande aux gens de changer leur organisation, leur caractère. C'est très dur quand les gens n'ont pas les moyens de le faire ou quand leur vie, du jour au lendemain, on leur demande de la bousculer en changeant leurs habitudes et qu'ils n'ont pas les capacités d'investir ou qu'on met un coup sur des choses qu'ils n'en avaient pas. Donc il faut l'accompagner. C'est la même chose à l'échelle du monde. Vous m'interrogez sur l'Afrique de manière très claire. Pour l'Afrique, il y a des choses qu'on va devoir accompagner dans leur changement, mais le défi qui est le nôtre, c'est que le continent africain est le continent le plus jeune du monde, dont les économies sont encore très peu développées. La question, c'est comment nous accompagnons l'Afrique pour répondre à ce défi, qui est aussi démographique, parce qu'elle ajoute celui-là aux autres, en accélérant en quelque sorte l'histoire, et en lui permettant d'avoir tout de suite une solution intégrée, et en quelque sorte d'apprendre de nos erreurs à nous. Et donc, de manière très concrète, sur la question de la transition environnementale, l'Afrique ne doit pas suivre notre modèle passé, mais intégrer tout de suite notre modèle d'avenir. N'allons pas construire des centrales à charbon en Afrique, nous en stoppons le financement. Construisons tout de suite un modèle de production d'énergie décentralisé, ce qu'on est en train de financer avec du solaire, de l'éolien, des solutions aussi pour permettre l'électrolyse hydrogène. L'Afrique a la capacité naturelle de le faire. Deuxièmement, en matière de biodiversité, travaillons avec l'Afrique pour avoir un modèle d'agroforesterie qui permette tout à la fois de donner des opportunités économiques, de refaire en Afrique ce que sont des puits de carbone, que sont les forêts, et de défendre, voire rebâtir de la biodiversité. C'est le projet de Grande Muraille Verte qu'on a repris et réaccéléré en ce début d'année, qui va permettre à l'Afrique, du golfe de Guinée jusqu'à la Corne de l'Afrique, d'essayer sur plus d'une douzaine de pays, d'aller dans une logique de reforestation et de développement d'activités agricoles. Dans cette zone où le désert gagne, la biodiversité recule, la pauvreté s'installe et avec elle, le terrorisme. Deuxième réponse très concrète. Troisième point, ce que nous devons faire avec l'Afrique, c'est investir massivement pour l'aider à faire trois choses. L'éducation, la santé, et pas simplement quand il y a besoin de vaccins, bâtir un système de santé primaire et de production de ses propres médicaments. Et troisième point, les opportunités économiques. C'est ça la stratégie. Mais si nous savons y mettre les moyens et en quelque sorte accélérer le cours de l'histoire, nous pourrons réussir, il n'y a pas de fatalité. J'entends bien et je comprends ce que vous dites tout à fait. Mais je vais aller plus loin. Durant la pandémie, on a constaté à l'international des divergences, des égoïsmes et des mensonges. Comment organiser mondialement une réponse rapide et efficace aux prochaines crises qui ne manqueront pas de survenir? Je pense en particulier aux dangers bactériens en raison de l'antibiorésistance croissante aux microbes. Alors, vous avez parfaitement raison, quand les gens ont peur, les égoïsmes renaissent. On l'a vu pendant cette crise, quand on a peur, on se replie, et on se replie au niveau de la nation, parfois même en dessous, et on referme tout. Bon. Néanmoins, dans l'histoire de l'humanité, quand il y a des épidémies de ce niveau, on a généralement des guerres. Alors, je touche. On a réussi à recoordonner quand même les choses, mais ça a pris du temps, et c'est tout à fait vrai. Par rapport à votre question, plusieurs réponses. Un, oui, il faut un système d'alerte précoce. Et donc, par rapport à ça, c'est la transformation à venir de l'Organisation mondiale de la santé. C'est clair. On a vu que l'Organisation mondiale de la santé a fait des préconisations, a essayé de faire le maximum, mais la réaction a sans doute été tardive. Les éléments de transparence relatifs et les pressions géopolitiques réelles. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Et donc, si le système reste comme il est aujourd'hui, on n'y arrivera pas. On a besoin
science ouverte, indépendante, et d'un système d'alerte précoce où chacun des membres, en quelque sorte, a un devoir absolu avec lequel on ne doit pas transiger, c'est d'alerter dès qu'ils voient un problème et de partager le problème. Bon. La géopolitique contemporaine est un obstacle à cela, parce qu'on voit des tensions croissantes avec des puissances régionales qui ne coopèrent plus et une confrontation géopolitique entre la Chine et les États-Unis. Et il en est du sujet de la prévention des prochaines pandémies comme du sujet climatique. Nous ne réussirons pas s'il n'y a pas de coopération sino-américaine. Et à mes yeux, le rôle de l'Europe est d'aider à cette coopération et d'être en quelque sorte un truchement, un médiateur. Je crois profondément que c'est un de nos rôles dans la géopolitique internationale sur le sujet que nous évoquons. Donc ça, c'est la transformation de l'OMS. Ensuite, on doit améliorer nos systèmes pour prévenir. Et donc prévenir, ça veut dire réussir à structurer nos coopérations en matière biodiversité, climat, santé. Et le One Health doit révolutionner nos approches, chacun d'entre nous, mais aussi nos moyens de nous coordonner pour prévenir ces crises. Mais elles viendront, je veux dire, soyons clairs, nous aurons d'autres grandes crises mondiales. Qu'elles viennent de l'animal, qu'elles viennent d'une émergence ou d'un accident de laboratoire. Et vous avez parfaitement évoqué l'une des conséquences du développement de la médication à travers le monde. Ça crée d'autres vulnérabilités. Donc nous en aurons, nous devons à cet égard nous préparer à cela. Et la réponse est dans la coopération internationale pour prévenir et alerter précocement. Croyez-vous franchement que l'on puisse se contenter d'une simple transition écologique en traînant nos vieux sabots? Ne faut-il pas rentrer carrément en guerre contre la pollution et le gâchis? Lançons les 20 prochaines glorieuses, comme on a connu les 30 après la Deuxième Guerre mondiale, pour mobiliser toutes nos expertises, toutes nos forces scientifiques et industrielles pour être prêts en 2050 sur les critères du GIEC. Alors, oui, il faut aller résolument beaucoup plus vite. J'aime bien le concept des 20 prochaines glorieuses, ou des 20 glorieuses vertes, oui, qu'on pourrait préparer ainsi. Qu'est-ce qui fait que c'est très différent de l'après-guerre? C'est que tout n'a pas été détruit. Exactement. On n'a pas fait table rase. Oui, et donc nous vivons dans des sociétés qui doivent évoluer. C'est très dur d'évoluer. Qui en plus, nous sommes dans une situation où ceux qui pêchent le plus, si je puis dire, ne sont pas ceux qui en vivent le plus les conséquences, parce que plus vous polluez, si vous arrivez à vous protéger vous-même, que vous vivez dans un pays, une région où vous n'en avez pas les conséquences directes, vous êtes moins touché, vous n'avez pas envie de changer vos comportements. Et donc c'est la double injustice, elle est sociale et environnementale. C'est qu'en plus, les conséquences premières du dérèglement climatique, ce sont les plus pauvres et ce sont les plus vulnérables, et généralement ceux qui produisent le moins les sources du dérèglement. Tout à fait. Et donc la question, c'est comment on resynchronise tout cela? Alors, il y a plusieurs stratégies qui sont cumulatives. Il y a les interdictions ou les incitations. Les deux vont ensemble. C'est ce qu'on a beaucoup fait ces dernières années, en mettant un prix sur le carbone, en montant ses prix, en sortant de certaines activités, en interdisant les choses, en réduisant la vitesse pour rouler, en interdisant certains véhicules, en interdisant certains logements à la vente, etc., etc. Toutes nos sociétés développées sont en train d'aller dans cette direction. La grande difficulté, c'est que cette transition, on pourrait dire, elle va beaucoup plus vite. Mais elle ne peut pas laisser des gens sans solution. Et en particulier des gens qui travaillent dur et qui vivent déjà avec difficulté. Nous en avons vécu, en quelque sorte, cette situation a déclenché une crise, on l'appelait la crise des Gilets jaunes, ça a été l'allumette, si je puis dire, il y avait beaucoup d'autres choses derrière, avec des femmes et des hommes qui comprennent et qui tiennent à notre changement, mais à qui on demandait des efforts individuels trop importants. Le deuxième élément sur lequel je veux insister par rapport à votre idée d'accélérer, c'est qu'en effet, les gens ne croient pas. Enfin, le deuxième ennemi, à côté de l'injustice et de la difficulté à changer les intérêts acquis, c'est en quelque sorte le défaitisme ou l'aquabonisme. Les gens disent, bon ben on est foutus. L'aquabonisme. On est foutus. À quoi bon faire des efforts nous-mêmes? On l'entend, on dit, Français, vous êtes sympathiques, vous allez faire des efforts, mais à quoi bon? On représente 1% des émissions, vous n'avez qu'à demander aux Chinois, aux Américains de le faire, puis on suivra s'ils le font. Ça, c'est faux, mais en même temps, il faut être vigilant sur un point, c'est que le discours scientifique qui, à juste titre, alarme, peut-être sous-estime le fait qu'on doit essayer de proposer des solutions positives à nos concitoyens. La science a toujours été proposition de solutions et de progrès. Et il ne faut pas qu'on tombe dans le catastrophisme parce qu'il nourrit l'aquabonisme. Les deux côtés se nourrissent mutuellement. Et donc, face à ça, une fois que j'ai posé le problème,
La transition est très dure parce qu'il y a des intérêts acquis, on n'est pas en sortie de guerre, on a tout détruit. La transition est dure parce qu'entre le catastrophisme et l'aquabonisme, la voie médiane est compliquée à trouver. Ma conviction, avec l'expérience qui est la mienne, c'est qu'il nous faut investir beaucoup plus et plus vite. La réponse, elle est dans l'investissement. Pourquoi ? Parce que la solution à ces questions, et en particulier la transition environnementale, elle est dans le changement des pratiques et l'innovation. L'innovation en termes de véhicules, par des motorisations autres, l'innovation en termes de stockage d'énergie, l'innovation en termes de pilotage de la température dans les habitations ou les entreprises pour réduire nos consommations, l'innovation, l'innovation. Plus on va vite à chercher, trouver et déployer industriellement, parce que c'est surtout là le défi aussi, et déployer ces solutions qui nous permettent de réduire notre consommation ou de réduire les émissions, plus on a on montre que c'est une solution parce qu'on va voir la réduction, et deux, on crée des emplois, et on montre que la réponse à notre défi environnemental est bon pour tout le monde parce qu'il est créateur d'activités économiques. Ça, c'est l'investissement dans la recherche et la production de solutions. Et il faut aussi avoir un investissement social pour accompagner vers le changement. Accompagner les ménages les plus modestes, les entreprises les plus fragiles, pour les aider à investir elles-mêmes dans le changement de structure. On ne peut pas demander à un couple qui gagne le SMIC de changer de voiture et d'aller vers un hybride. C'est le système qu'on a mis en place de primes à la conversion et autres. On ne peut pas demander à un ménage de changer pour 70 000 ou 80 000 euros l'isolation de son appartement quand il touche le SMIC et qu'il a déjà du mal à rembourser les traites. Et donc là, il faut accompagner, c'est ma prime rénov', etc. Ces éléments d'investissement, c'est ce qui est au cœur, pas simplement du plan de relance, mais de ce que nous sommes en train de concevoir pour le plan d'investissement France 2030. Et ça aussi, c'est un changement profond dans nos sociétés. C'est qu'on voit bien que si on veut résoudre nos problèmes, c'est-à-dire faire face aux défis climatiques, sanitaires, de biodiversité, il faut des investissements massifs et maintenant pour qu'ils soient à la fois acceptés et efficaces. Et donc il faut changer notre rapport, en quelque sorte, aux finances publiques. Et il faut pouvoir beaucoup mieux distinguer la dépense courante, qu'il faut elle réduire, surtout celle qui est curative, et beaucoup plus axée vers la dépense d'investissement, ce que j'appellerais la dépense d'avenir, qui elle seule permet de changer, de réduire la mauvaise dépense future et surtout d'avoir de la production immédiate. C'est ce que vous voulez faire sur le plan cancer, que vous avez lancé avec la prévention en priorité des priorités. Pour moi, c'est le fil directeur, si vous voulez, de la réponse à ces changements et d'ailleurs de la transformation du modèle français. La France est un des pays qui dépense le plus rapporté à son produit intérieur brut. Donc quand je dis ça, on peut dire, c'est sympathique, mais on va investir encore. Il le faut, mais parce que ces investissements seuls permettent de réduire les dépenses courantes. Et c'est ce que nous devons faire. Et la santé en est un parfait exemple. La France est un pays qui traite bien les maladies. Nous avons un bon système de santé. Il a des faiblesses, on est en train ensemble de remonter, d'investir, mais on a un bon système. Par contre, nous avons un pays où la santé n'est pas très bonne, parce qu'on prévient moins bien que chez beaucoup d'autres. Et donc le plan cancer d'ailleurs repose sur cette base, améliorer la prévention et le diagnostic précoce. Plus vous investissez tôt pour prévenir ou diagnostiquer, plus vous allez éviter des actes inutiles ou des actes beaucoup plus chers ou des actes ou du curatif pendant très longtemps. C'est vrai de l'alimentation, c'est vrai de l'éducation et de la formation, c'est vrai d'à peu près tous les sujets. Et quand je regarde notre système public, on a un système qui corrige beaucoup plus que les autres toutes les formes d'inégalité. Mais on a un système qui les prévient moins efficacement que d'autres. C'est ce qu'on a essayé de faire sur l'école, la formation, l'apprentissage. C'est ce qu'on est en train d'essayer de faire sur la santé et qu'on doit continuer. Alors, si je vous entends, à ce moment-là, pourquoi ne pas créer un grand ministère de la santé globale? Parce qu'aujourd'hui, le ministère de la Santé, c'est le ministère des maladies. Alors, pas seulement. Et oui, mais quasiment. Et pourquoi ne pas intégrer l'agroalimentaire, l'environnement et le sport avec un ministre ou une ministre et des ministres délégués beaucoup plus techno, qui sont des grands pointus ou des grandes pointues dans leur domaine d'activité? Alors, nous aimons beaucoup en France considérer qu'on apporte une solution à un problème en faisant du mécano. J'ai contribué à ce travers français. Je pense qu'on peut le faire. Vous avez raison, je partage cette approche, en tout cas, de dire
il faut mettre au cœur de l'approche santé tout ce qui y concourt et en particulier permet d'améliorer et de prévenir. Et c'est vrai que sport et alimentation sont deux éléments clés. Il y a déjà à la santé des choses qui permettent de prévenir. Je pense qu'il faut aussi beaucoup plus réintégrer la santé et le médico-social, ce qu'on appelle le médico-social, Absolument, les deux. qui souffre beaucoup avec des professionnels qui sont aussi exemplaires et qui sont les gens qui sont en quelque sorte au contact de nos concitoyens qui sont souvent les plus fragiles et auprès desquels on peut avoir une politique de prévention beaucoup plus efficace si on organise le tout. La question, c'est comment on décloisonne et on fait coopérer les acteurs. Donc oui, ça peut être un ministère. Mon expérience me conduira à vous dire qu'un ministère ne suffit pas à faire coopérer les acteurs qui sont dans son giron. C'est clair. J'ai une question à ce sujet. sujet. Et donc le plus important, c'est qu'il y ait une coopération entre tous les acteurs, voilà, mais qu'on retrouve le sens d'un continuum. Et je pense que ce qu'il faut faire, on est en train d'essayer l'un et l'autre d'esquisser, mais c'est de faire toucher du doigt ce qu'on se dit à nos compatriotes. Et le Covid-19 a été une expérience qui, je pense, nous permet de commencer à faire ça. Parce que nos concitoyens ont mesuré l'importance de certains gestes qui leur paraissaient innocents pour lutter contre un virus qu'on avait en commun. Là, si on arrive à dire notre problème de santé publique, les maladies qu'on peut avoir, on peut quand même beaucoup les réduire et les prévenir avec des gestes simples et de base, comme ceux qu'on a vus au moment de l'épidémie. D'abord, continuer à se laver les mains régulièrement avec du gel hydro ou le savon. Si on fait ça, on réduit beaucoup de dépenses liées à la grippe ou la gastro-entérite chaque hiver. Deuxième élément de prévention, la vaccination. Vous avez vu que ça marchait, le vaccin, c'est efficace. Le vaccin contre la grippe, on est un des pays d'Europe qui vaccinait le moins avant, y compris dans les professions de santé. Allons-y à fond. On gagnera beaucoup d'argent et on videra aussi beaucoup de services d'urgence qui, chaque hiver, indépendamment du Covid-19, avaient des urgences en pneumo qui étaient des conséquences de la grippe. L'alimentation. Vous avez parfaitement raison, les gens commencent à le concevoir, à s'en rendre compte. L'alimentation a un prix, parce qu'elle a un coût, parce que derrière, ce sont des femmes et des hommes sur notre territoire qui nous nourrissent. Mais si on veut pouvoir savoir d'où ça vient, la qualité, il faut l'accepter et donc il faut le réintégrer au cœur de notre modèle. Je ne veux pas être trop long, mais pour moi, c'est par la pédagogie, c'est en quelque sorte en formant nos concitoyens qu'eux-mêmes seront les aiguillons d'une coopération entre les acteurs. Et après nous, c'est en faisant coopérer tous les acteurs. Alors, je reviens sur les collaborations que vous avez évoquées. Malgré des essais timides d'ouverture pendant la pandémie, les cloisons entre secteur public et privé, entre le monde académique et celui des entreprises, entre l'hôpital et la médecine libérale, sont restées particulièrement étanches. Or, pour améliorer le système, seule une collaboration, vous l'avez dit tous les instants, s'avère indispensable entre ces univers différents. Allez-vous faire tomber les murs, comme à Jéricho ? Alors, je pense que ça ne peut pas être une seule personne qui fait tomber les murs, même si ce n'est pas la détermination qui m'en manque, je suis prêt à aider à les bousculer. Je pense qu'on va vivre de toute façon une situation difficile en sortie de crise Covid. Parce que tout le monde est fatigué et qu'on pense qu'on va retrouver une nouvelle normalité où les problèmes se seront effacés. Or, nous aurons à gérer les conséquences dans la population, les Covid longs, les problèmes de santé mentale, entre autres, et peut-être ce qu'on ne voit pas encore dans la durée. Nous aurons à gérer une fatigue dans la société et nous aurons à gérer aussi et surtout la fatigue de nos soignants. Et cette fatigue, avec les difficultés qui existent depuis des décennies à l'hôpital et qui sont accrues, je dirais, ces 10-15 dernières années, la réponse qu'on apporte, qui est massive, on n'a jamais autant investi sur l'hôpital, jamais. Absolument. 8,5 milliards par an avec le Ségur, vient sans doute, et je le dis avec beaucoup de lucidité, quelques années trop tard. Et donc il y a presque une espèce de... Voilà, malheureusement, nous avons quelques professionnels qui sont en train de lâcher. Donc il faut tout faire pour les convaincre et réengager tout le monde pour que le sens qui a été trouvé au début de la crise soit préservé et que chacun se réengage. Je dis ça pour dire que la solution, elle est dans la coopération que j'évoque. Moi, j'ai vu des soignants fatigués, épuisés, mais fiers et heureux d'avoir retrouvé du sens à la fin du premier confinement. Parce que s'était passé des choses qu'ils ne pensaient plus possibles. Coopération entre les administratifs et les soignants, décloisonnement entre les services à l'hôpital, décloisonnement entre la ville et l'hôpital, reconsidération pour les soignants qui faisaient de la recherche en direct. En quelque sorte, il y avait une compression par l'extraordinaire contrainte et la peur, et les murs ont cédé à ce moment-là, parce que tout le monde s'est retroussé les manches, et en quelque sorte, le sens profond qui anime toute personne qui s'est engagée,
qui a passé tant d'années d'études, de garde, etc., à soigner les autres, se retrouver. C'est ça qu'il faut qu'on arrive, en quelque sorte, à stabiliser en temps de paix. Ce sont les corporatismes, c'est la bureaucratie, et la bureaucratie qui n'est pas que dans le secteur public, elle est chez tous les acteurs. Le corporatisme, qui est une maladie française, c'est lui qui remet des barrières et qui enlève du sens pour redonner des petits conforts de périmètre à certains. C'est notre capacité de sursaut collectif qui décidera de notre capacité à faire. On met les moyens, on va en mettre aussi en investissement, de manière inédite. On a ces 25 milliards sur la loi de programmation recherche. En matière de santé, on a mis ce programme Innovation 2030, on met 7 milliards vraiment pour accélérer, et on met les moyens sur l'hôpital. Mais derrière, ce qu'il nous faut absolument faire, vous l'avez dit, c'est réussir à décontraindre le système et à coopérer. Moi, je crois que la nouvelle génération en particulier, mais beaucoup de soignantes et de soignants, quelles que soient les générations, ils sont prêts. Je regarde les jeunes qui s'installent, médecins sur le territoire, ils ne veulent plus travailler tout seuls. Ils veulent de la coopération avec le secteur hospitalier. Oui, tout à fait. Je voyais, je parlais encore l'autre jour avec le maire de Fontainebleau, je parlais avec d'autres maires qui font ça aussi. Ils disaient, on n'avait plus d'urologue dans la ville, on en a installé 4, on leur a permis d'accéder à la plateforme hospitalière. Et donc, ils veulent organiser leur temps différemment. Ce qui est vrai, ils ne veulent plus la vie du médecin de campagne qui était taillable et corvéable à merci. Absolument. Donc, il faut réussir à organiser les temps différemment. C'est l'intelligence humaine quand même permet de le faire, la capacité à se coordonner. Il faut remettre le médical au cœur de l'organisation collective. Il faut partager des objectifs sur un territoire de santé publique. Et il faut débureaucratiser et décloisonner. Je pense qu'on est en capacité de le faire, mais ça doit venir de la base. Et pour moi, la responsabilité de l'État, c'est d'enlever des contraintes absurdes et de donner les moyens pour faciliter le démarrage. Les moyens sont quand même là. Il faut faciliter, enlever des contraintes et permettre de l'innovation locale. C'est dur parce qu'il y a parfois des résistances et on met des bâtons dans les roues aux gens. Et donc ça, il faut laisser la capacité à innover localement. Mais il y a cette envie qui est là. Et les soignants veulent retrouver le sens de la mission. Donc, je pense qu'une des grandes réponses que nous avons en sortie de crise, c'est en effet de retrouver les moyens de coopérer entre médecine de ville et médecine hospitalière, qu'il s'agisse des hôpitaux périphériques ou des CHU. C'est de repenser d'ailleurs notre organisation sur le territoire de l'offre de santé. Grâce à la télémédecine, mais aussi en implantant différemment les équipes médicales, en permettant cette latitude, parce qu'elles sont trop concentrées dans les métropoles, ce qui fait qu'on a à la fois des gens dans des villes périphériques qui manquent de soignants, et on a des soignants qui vivent mal ou malheureux, parce que c'est très cher de vivre dans une métropole. Donc on doit pouvoir faire mieux. Et puis, vous l'avez dit, la force du modèle français historique, c'est la coopération entre la recherche et la clinique. C'est ça l'hôpital. Bon. Et ça, il faut absolument le préserver, mais il faut l'étendre. Et il faut en particulier associer à cela aussi la médecine de ville. Mais ça coince souvent. J'en ai eu une expérience personnelle. Ça coince pour des raisons de corporatisme. Exactement. Il n'y a aucune bonne raison pour que ça coince. Et d'organisation. On a eu une initiative avec Coverage qui a été faite pendant la crise. On a essayé de faire des choses, mais c'était un début. On voyait bien que ce n'était pas huilé. Mais on l'a vu, exemple très concret pendant cette crise, les protocoles pour les traitements. On s'est battu pour essayer de les développer. Les gens arrivaient avec quelque chose, il faut embarquer pour faire des essais ou avoir un protocole. Très bien. Simplement, c'est efficace si on le fait dans les 2 premiers jours. Très bien. Et les gens, dans les 2 premiers jours, ne vont pas à l'hôpital. Ils vont au mieux chez leur médecin traitant. Ah oui, mais on ne va pas demander ça aux médecins traitants. On ne trouve pas les médecins qui sont prêts à embarquer. On n'a pas d'habitude. Difficulté culturelle. Il n'y a aucune fatalité. Moi, je suis convaincu qu'un médecin traitant, qu'ils soient généralistes ou spécialistes, ils ont envie, ça les intéresse de coopérer à tout cela, d'être... Donc voilà, je pense que le décloisonnement est clé si on veut collectivement être plus efficace. Et après, ce qu'il nous faut réussir à faire, cette médecine à la fois plus individualisée, enfin personnalisée, cette médecine plus préventive, cette médecine où on aura intégré les capacités de l'intelligence artificielle, etc., on doit réussir à ce qu'elle s'organise sur un territoire. Et à ce que les professionnels de santé soient en quelque sorte les co-dépositaires de résultats sur un territoire. Et ça, c'est le vrai défi de demain. Alors, à propos des résultats, Monsieur le Président, je vais vous donner un scoop. Figurez-vous que en 40 ans de pratique chirurgicale, je n'ai jamais vu personne venir m'évaluer au bloc. J'ai fait ce que je voulais, quand je voulais. Pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur et pour le pire. Or, l'OCDE nous dit qu'il y a en moyenne 20%
d'actes non pertinents, inutiles, qui sont réalisés. Sur les 220 milliards de dépenses de consommation de biens de santé en France, ça fait 40 milliards. Je me souviens d'un président de la République qui avait dit « il y a un pognon de dingue dans ce pays ». Effectivement, 40 milliards qu'on utilise mal. Comment peut-on faire? On peut le mettre à disposition de ce que vous dites. Mais je pense que c'est ce qui vient en soutien, en complément de ce que je viens d'expliquer sur la manière dont je vois la réorganisation de à la fois la recherche, la prévention et le soin dans notre pays. C'est qu'il nous faut sortir d'objectifs qui étaient purement quantitatifs et qui n'intégraient aucun objectif de santé publique sur un territoire et très peu d'éléments de qualité des actes. Et la qualité des actes étant évidemment les bonnes pratiques, ça, il y a des sociétés savantes, la Caisse nationale de l'assurance maladie, il y a eu un travail ces dernières décennies, mais qui reste encore à développer. Mais surtout la qualité, plus largement, on doit pouvoir à coup sûr l'améliorer si les sociétés savantes savent dire, spécialité par spécialité, comment on l'évalue, parce que seuls les médecins peuvent le dire, en tout cas comment on l'évalue de manière simple, et on évalue ce que j'appellerais le dysfonctionnement manifeste de qualité. Les patients peuvent aussi donner leur avis. Exactement, mais dans les grilles de lecture, c'est les absolument. patients. Ensuite, il faut que ce soit simple, parce qu'il faut débureaucratiser, et il faut donc utiliser les technologies contemporaines, l'intelligence artificielle, la gestion des données. Oui. Mais nous avons la technologie pour le faire. Nous l'avons, de manière très simple, ça peut être très rapide. Et donc ça fait partie des investissements et des innovations qu'on lance, d'utiliser la data et l'intelligence artificielle pour améliorer cela. Mais après, il faut que ce soit pleinement porté par les professionnels de santé, parce que c'est eux qui peuvent dire comment on juge et l'assumer vis-à-vis de leurs confrères. Bien sûr. Ça ne peut pas être administratif. Ça doit être avant tout sanitaire. Mais ce que vous dites est clair, c'est que le paradoxe, c'est que la santé en France garde encore quand même une culture très libérale. Il y a l'hôpital, mais même à l'hôpital, on n'est pas jugé par ses pairs. On est une structure libérale. Absolument. Et donc, il faut développer la culture d'évaluation qui seule peut exister s'il y a une coopération entre les pairs. Et en même temps qu'on doit décloisonner, on doit développer une saine pression qui n'a pas pour but de faire des économies en soi, mais elle en fera par un cercle vertueux, mais qui consiste à dire comment on utilise collectivement mieux notre temps. Moi, c'est ça qui me frappe. Parler des actes inutiles qu'on pourrait réduire. Il y a beaucoup d'actes inutiles qui sont aussi liés à la mauvaise organisation de notre travail. Est-ce qu'on répartit bien les tâches entre les médecins, les infirmières, les aides-soignantes, les professions paramédicales? Je peux vous le dire, non. J'ai essayé modestement, quand j'étais ministre, de changer ces répartitions. Branle-bas de combat, tout le monde est contre. Oui, absolument. Oui. Il faut, c'est bien, oui. Mais c'est l'administratif idem, c'est du mauvais temps de médecin utilisé. On ne forme pas. La nation n'investit pas 10 ans pour que quelqu'un ensuite fasse soit des actes administratifs qui relèvent du secrétariat ou de l'automatisation, soit fasse des actes paramédicaux qui pourraient relever d'autres professions qui sont importantes et qu'on forme pour cela. Ou être devant son ordinateur. Voilà. Donc ça, c'est un premier point, il faut le sortir. Et ensuite, deuxième levier, la prévention. Si on prévient mieux, il y a moins d'actes curatifs. Et donc, il faut que le collectif médical soit intéressé à la prévention. Elle ne générera pas d'actes, mais c'est utile pour la société. Donc, c'est une tâche qui doit trouver rémunération de manière courante, parce que c'est un service. Et puis, troisième point, comment on optimise pour le patient les actes. Parce qu'un acte inutile, c'est un risque de maladie nosocomiale, c'est un risque de complications, et ce n'est pas simplement un surcoût. C'est peut-être un séjour hospitalier qu'on peut éviter, c'est un mieux-être. Et donc, si on remet le patient au cœur, et c'est ce que je disais dès le projet Ma Santé 2022, ça continue à l'être aujourd'hui, remettons le patient au cœur, on réarticule tout le système. J'en sens bien. Alors, ma dernière question. La création de la Health Emergency Response Authority, la HERA, et les moyens financiers importants mis à disposition par l'Union européenne pour le plan 2022-2027, ne préfigurent-ils pas un transfert massif de pouvoir de décision et d'action de la nation vers une Europe puissance? Alors, quand on parle de décision, il faut parler desquelles? Les décisions en matière de politique de santé relèvent de la nation. Et c'est normal. Il faut des dirigeants démocratiquement élus à cette échelle. Bon. Ensuite, nous avons nous-mêmes une politique de santé qu'on est en train sur laquelle à la fois on investit et qu'on va aussi bousculer. L'Agence pour l'innovation en santé, qui vise à simplifier le paysage et à faire coopérer, les 7 milliards d'investissements Innovation Santé 2030, en plus de la loi de programmation de recherche. Mais si nous voulons faire de l'Europe une puissance sanitaire et d'innovation, il faut se donner les moyens au niveau européen. Parce que la compétition, elle est avec la Chine et les États-Unis d'Amérique. Et c'est une compétition qui n'est pas simplement créer de la valeur, apporter des solutions
pour nos concitoyens, mais c'est aussi une compétition de souveraineté. Et on l'a vu au moment de la crise. Si les solutions du vaccin de demain contre tel ou tel cancer, si les solutions en termes de données, de gestion des données ou d'un cloud de données médicales sont ou américaines ou chinoises, c'est une perte de souveraineté pour nous. Et la bonne échelle n'est pas nationale. Elle est européenne parce qu'il faut mettre tellement de moyens et il faut tellement les concentrer que j'assume totalement là de dire que c'est au niveau européen. Mais ce n'est pas un transfert, nous ne perdons rien au niveau national. Au contraire, l'objectif est de reconquérir ce qu'on a perdu durant les 20 dernières décennies, en particulier en matière de recherche médicale, où nous sommes passés du 1er au 4e rang. On doit rebâtir. Mais c'est de dire on sera encore plus fort si on sait, au niveau européen, dédoubler nos efforts. Et ERA, pour moi, est un projet très important d'agence européenne qui doit se construire sur le mode de la DARPA. Ça veut dire quoi? C'est une agence de moyens. On assume de mettre beaucoup d'argent, où on assume de faire des gros chèques, et on assume de faire des choix. Ce que jusqu'à présent, ni la France ni l'Europe ne savent faire. On ne met pas assez de moyens et on saupoudre. Faire des choix, ça veut dire aussi dans notre culture qu'on va accepter qu'elle se trompe, que peut-être on mettra 100, 200, 500, 1 milliard sur un projet qui échouera. Mais on aura appris de cet échec pour en faire un autre. Et ça n'est pas grave. Mais on assumera de le mettre sur un projet. Et peut-être ce projet, il sera en Espagne, il sera aux Pays-Bas, ou ailleurs, il ne sera peut-être pas en France. Mais il faut l'assumer parce qu'il nous permettra ensuite d'avoir des débouchés chez nous. Mais il faut sortir d'une logique où ce projet doit avoir un petit bout dans les 27. Parce que la recherche, ça ne marche pas comme ça. C'est un vrai changement de mentalité. C'est ça l'Europe puissance. C'est une Europe qui se dit, je serai multipolaire, mais ma compétition, ce n'est pas l'aventure européenne depuis 70 ans. C'est de sortir de la guerre civile pour assumer d'être dans une géopolitique mondiale. On coopère à 27 parce qu'on dit, sur ce sujet, nos compétiteurs et amis, c'est les États-Unis et la Chine. Et ils sont compétiteurs et amis, mais peut-être qu'ils seront que compétiteurs et moins amis en cas de crise ou autre. Donc moi, je n'ai pas envie de dépendre d'eux. Je veux bâtir des solutions qui garantissent à nos concitoyens qu'il y aura de l'innovation, qu'on va créer de l'emploi, mais surtout qu'on leur garantira nos préférences collectives en termes de respect de la vie individuelle, en termes de qualité, de traçabilité, etc. Merci, Monsieur le Président. Vos réflexions, je suis sûr, vont nous pousser à accélérer la transformation du système de santé. Encore merci de vous être prêté à cet interrogatoire. Merci à vous et bon courage. Et je pense que le changement est aussi de toute façon culturel quand on parle de coopération. Et donc c'est important que chacun porte sa part et trouve des voies nouvelles. Donc merci de m'avoir offert cette opportunité. Et bon courage à tous et toutes. Merci à vous.